Je ne vais pas la réduire, je vais faire ce que j'ai prévu. Je tiens à le dire, je vais essayer d'être concise pour pas être désagréable vis-à-vis des gens qui sont affamés. Mais bonjour, je vais commencer par vous livrer un scoop. On est dans une impasse démocratique. Et la promesse d'égalité politique, de partage du pouvoir, elle ne s'est pas réalisée. On a des citoyens qui se sentent... Vous m'entendez bien ? Oui ? Non ? J'essaie de m'approcher. C'est mieux ? On a des citoyens qui se sentent floués, qui se sentent écartés du débat démocratique, qui ne se reconnaissent pas dans les décisions qui sont prises. Dans le meilleur des cas, ils restent un petit peu à la marge de tous ces processus décisionnaires. Dans le pire des cas, ils sont véritablement atteints de plein fouet sur le mode autoritaire, dans un contexte d'invalidation de la société civile et des corps intermédiaires, et dans un contexte d'affirmation d'une suprématie technocratique. Donc il y a une coupure entre société et État, un État qui devient de plus en plus surplombant. Il y a donc une vraie réflexion à mener sur ces institutions qui dysfonctionnent, sur des politiques publiques qui sont élaborées sans la société civile et sur un nécessaire changement de paradigme ou sur une bifurcation, quel que soit le terme qu'on veuille employer, pour que les citoyens soient partie prenante de l'élaboration des solutions, mais aussi de leur suivi. Et la co-construction de l'action publique, c'est une tentative de répondre aux limites de la représentation, de la démocratie représentative et au monopole des pouvoirs publics dans la définition de ce qu'est l'intérêt général. Alors ces modalités d'élaboration des politiques publiques avec des critères co-construits entre acteurs associatifs, acteurs de la société civile et responsables publics, sont en mesure de proposer une nouvelle façon d'envisager l'action publique. Et l'action publique, on peut la définir, pour se référer à la Bourrier-Trom, on peut la définir comme toute activité articulée sur un espace public nécessitant une référence à un bien commun. Et cette définition, on peut aussi l'enrichir en se référant une nouvelle fois à Dewey, qui prône l'enquête citoyenne ou l'enquête publique, plutôt que des solutions qui sont plaquées par une technocratie ou des responsables publics qui sont plus ou moins déconnectés des problèmes vécus. Pour Dewey, les solutions les plus appropriées, elles vont être trouvées grâce à la participation des personnes qui sont directement impliquées, qui sont directement concernées par les problèmes à traiter. Et invoquer cette notion d'expérimentalisme démocratique, c'est admettre que les politiques publiques, avant d'être mises en œuvre, elles ont besoin de ces moments d'élaboration, d'ajustement dans des espaces qui incluent les publics concernés. Donc on sait bien que la démocratie représentative ne peut pas répondre à elle seule à tous les enjeux, et la co-construction de l'action publique, c'est une façon d'approfondir la démocratie en imaginant une nouvelle articulation entre démocratie représentative et démocratie participative. Et puis c'est aussi un moyen d'envisager des réponses aux injustices épistémiques par, entre autres, l'apprentissage démocratique, en luttant contre la discréditation de la parole de certains groupes et en favorisant leur expression. On sait bien que l'injustice, ça ne réside pas seulement dans le manque de ressources, c'est aussi dans l'oubli de publics qui n'ont pas accès à la parole. On a déjà cité Fraser tout à l'heure, mais c'est ce que Fraser appelle les contre-publics subalternes. Et d'ailleurs, elle alerte aussi sur des dispositifs qui, sous couvert de consultation, masque la domination en absorbant les plus faibles dans ce qu'elle appelle un nous erroné qui est à l'image des plus forts. Donc pour continuer, je vais vous retracer un petit peu le cheminement de la recherche ESCAPE dont Isabelle Guérin vous a déjà parlé hier et puis que Laurent a mentionné rapidement. Pour mémoire, ESCAPE, c'est une recherche participative et c'est l'acronyme de économie solidaire, co-construction, action publique émergente. Et dans ce travail de recherche, qui va se terminer à la fin de l'année, ça fera 2 ans et demi qu'on est sur cette recherche, on pose la nécessité de faire un bilan de ces démarches de co-construction de l'action publique qui ont émergé il y a à peu près une bonne vingtaine d'années. Donc ce terme de co-construction, c'est vrai qu'il est très largement mobilisé par les responsables publics, beaucoup moins par les citoyens.
Il est revendiqué dans de nombreuses démarches et on constate, comme ça a pu être le cas pour la participation ou pour l'innovation sociale, on constate que c'est un petit peu devenu un mot valise ou un mot écran. Donc tout l'enjeu de la recherche, en fait, c'est d'examiner des processus de co-construction de l'action publique avec une vigilance particulière face à ces démarches qui peuvent complètement s'inscrire dans une espèce de rhétorique de l'alibi qui consiste un peu à recouvrir d'un vernis de co-construction des processus qui relèvent davantage de la concertation, de la consultation de la société civile et même dans le pire des cas qui peuvent relever carrément d'une instrumentalisation de la société civile. Donc, on a procédé à un certain nombre d'enquêtes à partir d'initiatives ou de démarches qui se réclament ouvertement de la co-construction ou bien qui ont été identifiées comme étant des processus de co-construction sur des domaines de l'action publique divers, que je vous cite rapidement. L'élaboration d'une politique culturelle en milieu rural, des politiques municipales de soutien à la vie associative, l'expérimentation d'une mutuelle de l'alimentation, la création d'un service d'intérêt économique général pour la collecte et le recyclage des déchets, ou bien l'élaboration d'une charte du relogement pour des occupants d'habitats indignes. Et comme le signalait Laurent tout à l'heure, c'est vrai que ces expériences, ces démarches, dans ces démarches, ce sont les collectivités locales qui sont les principaux acteurs publics. Les représentants de l'État sont plus ou moins présents dans ces cas-là, plutôt moins d'ailleurs, mais en aucun cas ils sont initiateurs ou copilotes des démarches. À partir des études de cas qui ont été réalisées à partir des enquêtes de terrain, on a examiné deux dimensions qui illustrent vraiment cet enjeu démocratique de la co-construction de l'action publique. On s'est demandé si on était face à des processus capables vraiment de peser sur l'action publique en interrogeant les façons de faire, les rapports au pouvoir, ou si on était face à une vision instrumentale qui, comme je le disais, rabat la co-construction sur la simple concertation, si on était face à une rhétorique de relégitimation avec pour objectif de montrer que les pouvoirs publics peuvent faire avec les acteurs. Et pour procéder à cette analyse transversale des divers cas, on ne s'est pas basé sur un référentiel normatif à partir duquel on pouvait appréhender la conformité ou pas des différents dispositifs, mais on a préféré organiser notre réflexion autour de 3 actes pour vraiment approfondir des processus précis et puis saisir quels sont les obstacles inhérents à la co-construction. Le premier axe, c'est le niveau politique, en se demandant qui est initiateur du processus. Est-ce que ce sont les responsables, les dirigeants politiques? Est-ce que ça part du système politique qui sollicite quand même l'appui d'un espace public? Est-ce que ça part des forces extérieures au système politique de la société civile organisée, qui obtient qu'un problème soit mis à l'ordre du jour, et ça peut être en utilisant divers registres, ça peut être en énonçant une plainte, une réclamation, une revendication, en ralliant d'autres groupes, ou bien en exerçant une pression aussi. Et dans ce dernier cas, est-ce que les initiatives émanent d'un mouvement social, d'un contre-public subalterne ou d'un espace public de proximité? Le deuxième axe qu'on a essayé d'analyser, c'est le niveau économique, puisque c'est typiquement un domaine où les citoyens sont dépossédés d'un droit de regard. Il y a une vraie tension entre économie et démocratie. Donc, en se référant à une grille polanyienne, on s'est demandé quels étaient les principes économiques mobilisés. Est-ce qu'on était dans un cadre de redistribution publique? Est-ce qu'il y avait un principe de réciprocité égalitaire? Est-ce que les processus étaient rendus possibles par le biais de la régulation concurrentielle, et comment est-ce que tout ça peut influencer le déroulement et la trajectoire de ces démarches? Comment est-ce que ça remet en cause aussi, en question, les régulations publiques? Et on s'est demandé aussi si la démarche allait jusqu'à une cogestion ou du moins jusqu'à un droit de regard sur les modalités de financement. Ça peut être la co-construction de critères d'attribution des subventions ou la participation aux commissions d'attribution des subventions. Et le troisième niveau d'analyse, c'est les effets identifiables. Qu'est-ce qu'on peut identifier? Un changement de cadre institutionnel, une transformation dans les montants ou dans les affectations de la redistribution publique. Est-ce qu'on peut remarquer qu'il y a une diffusion de la démarche de co-construction à l'échelle de la collectivité avec on pourrait dire une infusion dans les autres politiques publiques?
ou est-ce qu'il y a d'autres résultats qu'on peut identifier qui n'auraient pas pu être atteints sans ce processus de co-construction. Et à partir de là, on s'est engagé dans un travail, alors typologie c'est un bien grand mot parce qu'on est vraiment en train de réaliser ça, on va plutôt dire une catégorisation de ces dispositifs, de ces démarches plutôt de co-construction de l'action publique, en les catégorisant de cette façon, soit ils émanent de l'initiative citoyenne, alors l'initiative citoyenne elle peut être collective, là on est plus dans le registre du politique, de la mobilisation citoyenne, face par exemple à une situation qui est intenable et que les pouvoirs publics peinent à prendre en main, et là c'est vraiment le rapport de force qui est à l'origine du processus, puis la négociation prend le dessus dans un contexte quand même, on l'a remarqué, où la suspicion vis-à-vis des uns et des autres et inversement peut pas être écartée. Et dans ce cas-là, on a noté aussi que les acteurs publics évoquaient, se référaient beaucoup à la co-construction, mais les collectifs citoyens et les associations n'utilisent pas du tout cette notion. Eux, ils utilisent vraiment le terme de négociation. Donc, cette initiative citoyenne, elle peut aussi être d'origine associative. On a des processus qui sont initiés par des acteurs associatifs pour co-construire avec les pouvoirs publics, sans forcément cibler un domaine de politique publique précis. On constate qu'une fois que le collectif est constitué, il y a une modalité d'interpellation des pouvoirs publics pour les inviter à participer à la démarche, au processus, mais on a noté que ça a engendré des incompréhensions et des effets de rejet de la part des pouvoirs publics. Et l'initiative, elle peut aussi être d'origine privée. Là, on est plus dans le montage dans un registre de montage d'une activité économique à l'initiative d'acteurs qui envisagent de mobiliser des citoyens sur un territoire pour définir les contours de ce projet d'activité. Les pouvoirs publics sont sollicités, sont plutôt prêts d'ailleurs à accompagner, mais sont en attente d'un début d'élaboration pour véritablement s'engager. Donc ces démarches, elles peuvent aussi émaner des pouvoirs publics, avec là aussi plusieurs cas de figure. Les pouvoirs publics initient avec une posture de soutien, d'accompagnement des associations, de discussion des associations, dans un contexte de restrictions budgétaires ou dans la perspective d'évaluer des politiques publiques. Sans faire de procès d'intention, on peut un peu quand même s'interroger sur la qualification de ces processus, qui eux se réclament vraiment très, très, très fort de la co-construction, puisqu'on constate qu'ils s'inscrivent quand même plutôt dans le registre du partage d'informations ou du partage de ressources, plus que dans une véritable perspective de participation. Le rôle décisionnaire, au final, il est assumé par la collectivité et les diverses instances qui peuvent être créées, des observatoires, des conseils de vie locale ou de vie associative, ils ont en fait qu'un rôle consultatif. Les processus, ils peuvent aussi être mis à l'agenda et très fortement portés par l'exécutif d'une collectivité, par exemple d'une perspective de mobilisation du territoire. Et là, on constate que si l'objectif est à peu près clair pour les élus, les autres catégories d'acteurs, en fait, sont en attente d'effets concrets qui tardent un peu à arriver, ou bien ils restent dans une posture d'invité, puisqu'en fait, ils sont sollicités pour participer à la démarche. Donc, il y a des effets indéniables en termes d'interconnaissance, d'échange, d'animation du territoire, mais le but poursuivi reste un petit peu difficile à cerner. Et enfin, il y a des dispositifs qui relèvent d'un cadrage par un dispositif juridico-institutionnel, ce qui a une influence non négligeable sur leur trajectoire. Ils sont par exemple initiés par les associations sur le mode de l'interpellation des publics, qui alors reprennent la main pour proposer un cadre juridique, et on voit que s'il y a une élaboration commune en amont, par exemple ça peut être une élaboration commune des objectifs de service public, on constate que la dynamique de co-construction, elle se dilue quand même une fois que le dispositif est mis en place. Et puis ces processus, ils peuvent aussi être initiés par des acteurs associatifs dans une perspective, par exemple, de structurer un réseau. En l'occurrence, c'était un réseau de musiques actuelles. Là, les pouvoirs publics proposent d'intégrer un dispositif de concertation pour faire un état des lieux, pour identifier les problématiques, pour identifier des axes d'action,
Au bout de plusieurs mois, il y a une production qui est une dynamique qui est enclenchée, qui est pas négligeable, mais on voit que ça s'essouffle du côté des acteurs parce que c'est extrêmement vorace aussi en termes de temps. Les collectivités locales commencent à être en retrait, les élus ne participent plus vraiment aux échanges et en fait ce sont les agents territoriaux qui animent les processus. Donc on voit que tout ça, ce sont vraiment des démarches qui sont souvent présentées comme un petit peu lisses et un petit peu consensuelles, mais en fait elles sont extrêmement complexes parce qu'elles entremêlent plusieurs niveaux de difficultés et puis tout ça s'est flotté aussi par des effets de posture, des effets d'annonce, par un discours parce qu'il est de bon ton d'être participatif. Donc pour terminer, il y a d'abord des fragilités qui sont inhérentes à toute élaboration collective, des jeux de pouvoir, des intérêts et des objectifs qui divergent, des effets aussi de personnification qui induisent une dépendance des processus aux personnes qui les initient ou qui les animent. Et puis, il y a aussi une problématique là très particulière, c'est qu'en fait, la co-construction, ça touche aux représentations symboliques du pouvoir. Donc, on voit bien la défiance de certains élus qui perçoivent la démarche comme une remise en question de leur statut, puisque là, on est vraiment dans le partage de pouvoir et de décision, au-delà de la solide identification des problèmes et de leur mise à l'agenda. Les collectivités, elles ont tendance à imposer leurs outils, leur agenda, leurs processus, leurs méthodes d'animation de groupe, etc. On voit que l'acteur public a quand même du mal à ne pas avoir la maîtrise du processus, à accepter la controverse et puis aussi à s'adapter aux différentes temporalités qui sont pas les mêmes dans le milieu associatif, par exemple. Inversement, dans les entretiens qu'on a menés aussi, on a aussi un élu qui trouve que le terme de co-construction est infantilisant. Et lui, il estime que la collectivité ne doit pas interférer dans les projets citoyens. Je le cite rapidement, il dit « Le bon schéma, c'est les citoyens s'organisent, proposent un mode de fonctionnement, avec ou pas l'aide de la collectivité, c'est à eux de l'exprimer. Ils font la preuve de la pérennité du modèle. On évalue si l'apport de la collectivité est démesuré ou cohérent par rapport au service rendu. Et là, on voit si c'est un service qui est déclinable ou transposable. » Donc là, c'est un petit peu chacun son boulot, presque chacun son périmètre. Pas d'interférence avec la démarche citoyenne pour ne pas l'influencer. Mais au total, c'est quand même la collectivité qui sanctionne et qui évalue l'intérêt du projet. Il y a aussi les collectifs citoyens et associatifs, ils sont aussi agités par ces effets de représentation symbolique du pouvoir. Il y a des postures de défiance a priori. Il y a aussi des difficultés à assumer une parole critique vis-à-vis des institutions. Bon, puis il y a tout un tas aussi de limites et de complexités, d'asymétries. Mais du coup, je vais peut-être un petit peu passer rapidement là-dessus pour ne pas prendre trop de temps. Ce que je peux dire, c'est qu'à partir de tout ce travail, qui est encore vraiment un travail en cours, il y a plusieurs questions qui émergent. Première question, est-ce qu'il faut établir un cadre juridique et législatif qui ferait de la co-construction une modalité d'élaboration des pouvoirs publics ? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de technicisation accrue si on part dans ce sens-là ? Et puis, deuxième question, est-ce qu'on peut véritablement parler de co-construction quand l'initiative vient des pouvoirs publics ? On voit que les démarches, dans ce cas-là, elles sont quand même assez cadrées par les collectivités qui distribuent les rôles. Et on peut s'interroger sur la marge d'expression, la marge d'action pour les associations, les collectifs citoyens ou les habitants. On peut se dire aussi que les pouvoirs publics ne peuvent pas en quelque sorte être instigateurs de leur propre interpellation, ils ne peuvent pas être leur propre contre-pouvoir. Ce qui amène la question, c'est avant tout processus de co-construction, est-ce qu'il ne faut pas un processus d'élaboration citoyenne, puis d'interpellation des pouvoirs publics, et à partir de là, soit on se dirige vers le rapport de force, soit on se dirige vers la négociation, soit on se dirige vers la co-construction. Donc l'idée, c'est pas de défendre une démocratie d'interpellation, mais c'est plutôt d'articuler plusieurs registres d'action, démocratie représentative, participative, d'interpellation. On peut interpeller et produire du consensus, dépasser des dualités. Mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'il faut que cette question de la co-construction de l'action publique, elle soit repolitisée dans la mesure où on constate quand même un risque de dépolitisation
par technicisation accrue. Donc voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Comme je vous le disais, c'est un travail qui est en cours. Si vous voulez partager nos réflexions finales et les abonder, on a un séminaire de clôture, de fin de recherche qui se tiendra les 2 et 3 octobre, auquel vous êtes invités. Je vous remercie.